dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Au début des années 2010, l'auto-édition numérique explose en France, portée par la montée en puissance de Amazon et de sa plateforme Kindle Direct Publishing, KDP, lancée en France en 2011. Pour la première fois, des auteurs peuvent publier sans maison d'édition, fixer leur prix, toucher des droits bien supérieurs aux standards classiques et surtout accéder directement au classement des meilleures ventes. Très vite, les éditeurs traditionnels observent un phénomène. Certains auteurs auto-édités deviennent des best-sellers numériques. Et là, le rapport de force change. Les premiers cas emblématiques. Agnès Martin-Lugan. En 2012, elle publie en auto-édition numérique « Les gens heureux lisent et boivent du café ». Le roman devient numéro 1 sur Amazon. Repérée, elle signe avec l'éditeur Michel Lafon. Résultat, plus de 2 millions d'exemplaires vendus, toutes éditions confondues, des traductions internationales et des adaptations en préparation. C'est l'un des premiers grands exemples français d'auto-édition transformé en succès éditorial classique. Deuxième exemple, Laure Manel. Elle publie La délicatesse du homard en auto-édition en 2016. Succès immédiat sur Amazon. Elle est également repérée par Michel Lafon qui deviendra son éditeur. D'autres exemples marquants aux États-Unis, E.L. James qui publie initialement 50 Shades of Grey en auto-édition numérique en 2011. Le phénomène viral attire l'attention de Vintage Books. Résultat, plus de 150 millions d'exemplaires vendus dans le monde et des adaptations cinématographiques. Autre exemple américain, Andy Weir, qui publie The Martian en auto-édition sur Kindle. Le succès numérique conduit à un contrat chez Crow Publishing Group, puis une adaptation cinématographique avec Matt Damon. Le succès est mondial. Pourquoi les éditeurs ont changé de stratégie? L'auto-édition a servi de laboratoire. Test grandeur nature du marché. Données chiffrées immédiates. Classement avis des clients. Communauté déjà construite. Risque éditorial réduit. Autrement dit, l'auteur auto-édité à succès prouve déjà sa rentabilité. Les éditeurs n'achètent plus seulement un manuscrit, ils achètent un lectorat. Est-ce que c'est toujours le cas en 2026? Oui, mais le phénomène est devenu plus sélectif. Aujourd'hui, les maisons d'édition surveillent toujours les classements Amazon. Certaines ont créé des pôles dédiés à la veille numérique. Des groupes comme Hachette Livre ou Editis observent les tendances issues du numérique. Cependant, beaucoup d'auteurs auto-édités à succès choisissent désormais de rester indépendants. Pourquoi? Parce que 60 à 70% de royalties en auto-édition numérique, un contrôle artistique total, une maîtrise du marketing, une relation directe avec les lecteurs. L'édition traditionnelle ne récupère plus systématiquement les succès, elle doit désormais convaincre. Conclusion. En 2011, l'auto-édition était perçue comme marginale. En 2026, elle est devenue un vivier stratégique. Les éditeurs regardent toujours les classements Amazon, mais le pouvoir s'est équilibré. Aujourd'hui, ce n'est plus l'auteur qui rêve forcément d'être signé, c'est parfois l'éditeur qui doit séduire l'auteur. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!